DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Hey, le petit jingle bien sympathique sur France Maghreb 2, bienvenue, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mercredi 16 mars, comme vous le savez, on est en direct, comme chaque mercredi. La semaine dernière, c'était Daoudia qui était là présente dans les studios de France Maghreb 2. Cette fois-ci, on a un jeune artiste qui monte et qui monte pas mal, vraiment, avec un nouveau EP qu'il a sorti il y a même pas quelques heures, quelques jours, entre guillemets. Il va nous en dire davantage, mais on va aussi essayer de le connaître davantage sur sa vie, entre guillemets, voilà, ses débuts de la musique, sur sa jeunesse, sur ses rencontres, etc. Bref, vous êtes avec DJ Nabil, on est sur France Maghreb 2, vous nous écoutez sur les 99.5 du côté de Paris ou bien 93.8 du côté de Marseille, 94.0 du côté de Clermont-Ferrand et puis bien d'autres villes, Le Havre, Dijon, etc. Bref, ravi de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. Sachez que cette émission est rediffusée vendredi à partir de 13h jusqu'à 14h, vendredi 13h, 14h. Cela étant dit, on accueille bien sûr l'artiste qui est là, en direct, dans les studios de France Maghreb 2, il s'appelle Nassi. Bonsoir Nassi. Bonsoir monsieur Nabil. Comment vas-tu mon cher ami? Ça va très très bien, merci beaucoup. Quel plaisir de te retrouver, quel plaisir de t'avoir ici même dans les studios de France Maghreb 2. C'est la première fois que tu viens? Ouais, c'est la première fois, c'est bien, hein, franchement, ça me fait plaisir d'être là, c'est cool. Eh ben tant mieux. C'est très convivial, je trouve. Eh ben tant mieux, ça fait plaisir. Et puis d'un côté, moi je suis ravi de te retrouver. Puis ça fait un petit moment que je espérais t'avoir bien évidemment avec moi. C'est vrai, ça fait un moment qu'on en parle. Voilà, qu'on en parle, on était déjà en discussion. Et puis fait. voilà, je te laissais travailler tranquillement. C'est gentil. Voilà, le temps que tu finisses. Fallait que je te prépare des trucs lourds, tu vois. Voilà, c'est tout à fait ça. On a l'occasion d'écouter. Sache que dans cette émission, c'est ce que j'explique souvent aux auditeurs et auditrices, comme pour toi on en a discuté, qu'à partir de 23h jusqu'à minuit, on va écouter justement tes OP, la première, la deuxième, et puis quelques featuring que tu as pu faire, comme avec DJ Sam, etc. Super. Donc les plus belles musiques de Nassi, c'est entre 23h et minuit, ça sera juste après, mais cela étant dit, on va essayer d'abord de connaître Nassi. Donc Nassi, donc je suppose que c'est un pseudo. C'est un pseudo, ouais. Voilà, donc ouais, un pseudo. Pour commencer, c'est de savoir d'où vient ce pseudo, pourquoi Nassi? Alors, attends, moi j'ai commencé la musique il y a très très longtemps, et puis j'avais un autre pseudo à l'époque, il y a très très longtemps. Quand j'ai commencé, j'étais un peu plus dans le R&B et tout ça, etc., un peu dans un côté. Et puis j'avais un autre pseudo qui avait rien à voir. À l'époque, je m'appelais Majesty. Tu vois, j'ai un truc qui était il y a très très longtemps. Mais je m'en souviens, je crois. Si je te jure que c'est vrai. Il y en a quelques-uns qui s'en souviennent encore. Ouais, faudrait que tu me redises. T'as des sons de Majesty? Ouais, j'avais sorti un album, entre guillemets, tu vois, qui était sorti en 2006. Ouais, je m'en souviens. Il y avait des. Non, parce que j'ai bien kiffé. Je me dis, c'est qui cet artiste Majesty? Je suis sûr que c'est. Mais il faudra que je. C'est possible, je suis sûr. Ah bah tu vois, le monde des petits, je savais même pas. D'accord, ok. Mais du coup, ouais, voilà, après, arrivé à un moment donné, on trouvait avec mes éditeurs, qui étaient à l'époque mes producteurs, tout ça, on trouvait que le nom, il collait plus vraiment avec ma personnalité, avec ce que je suis, etc. Donc on s'est dit, on va redescendre un petit peu Majesty, ça sonne un petit peu trop bling bling, tu vois, pour moi. On va essayer de trouver un truc un peu plus simple, un truc en 2 syllabes, un truc que tout le monde peut prononcer, etc. Donc on est parti on a trouvé Nassi. Et c'est une copine à moi de Lyon, donc on l'embrasse au passage. Je sais pas si elle écoute, je sais pas s'il peut nous écouter, elle écoutera sûrement le replay ou pas. C'est une amie à moi. Voilà ce que j'allais te dire. Ouais, c'est une amie à moi qui s'appelle Warda, qui avait trouvé ça un jour. Je lui ai dit, écoute, je suis en train d'essayer de changer de nom là. Je cherche un truc, si t'as une idée, hésite pas. Et un jour, elle arrive avec Nassi, je lui fais bingo, c'est ça. Tout simplement. Ouais, on avait sorti 2-3 trucs au début, mais j'ai aucun souvenir de ce qu'on m'avait proposé à l'époque. Mais je me souviens que quand elle m'a sorti Nassi, clac, je me suis dit, ok, ouais, c'est ça. Et c'est resté Nassi. Et c'est resté Nassi. Ouais. Et ça marche très très bien. Ouais, il y en a qui connaissent même pas mon vrai prénom, qui savent pas que j'étais, entre guillemets, Majesty, etc. Et qui m'ont toujours appelé Nassi. Il y a même des proches qui m'ont tellement appelé Nassi que quand je leur sors mon vrai prénom, ils font, ah bon? Tu vois, c'est. Ah bon? Ah, tu t'appelles comme ça? Ouais. Et il y en a plein qui pensent, du coup. Je vais y venir. Il y en a plein qui pensent que du coup je m'appelle Nassim. Tu vois? Ah voilà, ouais, moi la première fois, oui, je veux pas te mentir. Hein. Aucun rapport. Mon vrai prénom c'est Khalid. Khalid, voilà, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Donc, t'as vu comme j'ai brouillé les pistes ou pas? Donc Khalid, question Nassi. Donc tu as grandi où? Tu es né où? Tu es quelle origine? Est-ce que tu as grandi dans une famille de musiciens, d'artistes ou pas du tout? Raconte-nous tout. Alors absolument pas. Alors je suis né à Perpignan. Ouais. Dans le 66, dans les Pyrénées-Orientales. Alors une parenthèse, Nasdaq, ça te dit quelque chose?
Nasdaq, ça me dit quelque chose, ouais, mais Non. j'ai entendu parler. Il est de Perpignan. donc Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je le connais pas. D'accord, ok, c'était une parenthèse. Mais je suis né là-bas, et j'ai grandi, j'ai passé, on a déménagé avec mes parents à mes 3-4 ans. Mes parents, on est parti s'installer en Haute-Savoie, près d'Annecy. D'accord. Donc j'ai grandi près d'Annecy, entre Annecy et Genève, en gros. D'accord. Que te dire d'autre? Mes parents sont les deux d'origine marocaine. Enfin, sont marocains, les deux. Ouais. Quelle ville du Maroc? De Nador, du Rif. Enfin, du un Rif. petit village à côté de Nador, D'accord. dans le Rif. D'accord. Donc on parle plus... moi, j'ai été élevé au Rif. Malheureusement, je parle pas très bien l'arabe. Je parle mieux le Rif que d'accord, que berbère. l'arabe. Ouais. D'accord, ok. Ce qui ne sert à pas grand-chose dans le reste du Maroc et dans le reste des pays arabes. Du coup, les gens, ils sont là, bon, ok. Mais du coup, voilà. Du coup, je parle Rif, je parle français, je parle un peu anglais. Des frères et sœurs? 2 frères, 2 sœurs. D'accord. Un grand frère, moi je suis le deuxième, D'accord. et le reste sont plus jeunes que moi. D'accord. Et donc, aucune personne de ta famille n'est... Dans la musique? Ouais, la musique. Absolument pas. Je suis le seul ovni de ma famille. D'accord. On se demande comment t'as fait pour... Ben, c'est venu tôt, en fait. Après, j'ai des cousins qui m'ont un peu... j'ai des cousins, puis mon grand frère qui m'ont un peu bercé avec Michael Jackson quand j'étais petit. Tu vois, moi, je suis né au début des années 80. D'accord. Donc, du coup, ben, forcément, j'étais dans l'ère Michael Jackson, la grande popularité de Michael Jackson entre Thriller et Bad, Dangerous, etc. Donc, j'ai grandi à ça et j'étais, du coup, tu vois, l'impact que ça a eu sur notre influence musicale, tu vois, ça m'a tapé au cerveau. Donc, du coup, ben, j'ai grandi avec ça, et ça m'a matrixé, en fait, un petit peu, tu vois. Et donc, du coup, c'est venu le goût de la musique par rapport à tout ça, quoi. Ouais, je pense au tout début, c'est Michael, vraiment qui m'a tapé à la tête, en fait, on va dire. Tu vois, c'était tout ce côté show, danse, etc. T'as pas fait de cours de chant, un truc comme ça, non? Non, jamais. Je suis venu au chant beaucoup plus tard, en fait. Hein. D'accord, ok. Tu vois, j'ai vraiment grandi sur Michael, et puis après, quand je suis arrivé vers mes 11, 12... 13 ans, j'ai commencé à découvrir le rap. Parce que mon grand frère, il écoutait énormément de rap. US et français, tu vois. D'accord. J'étais pas spécialement rap français, j'étais plus US à l'époque, mais j'ai quand même eu du coup, si tu veux, il martelait ça tellement dans sa chambre que finalement, à un moment donné, c'était inévitable, tu vois, j'étais obligé de... Donc j'ai grandi sur Kerry James, NTM, tout ça, machin. Et puis moi, mon truc à moi, c'était plus... moi, je découvrais à cette époque-là, quand lui, il matraquait son rap dans sa chambre, moi, je découvrais Boyz II Men, les chanteurs à voix, etc. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné le déclic de la passion pour le chant, en fait, au tout départ. J'ai découvert Stevie Wonder, si tu veux, un peu même tard, tu vois, en fait. J'ai découvert Stevie Wonder, Boyz II Men, tous ces groupes à voix, après Blackstreet. Mais toi qui écoutais la musique, comme tu disais, là, avec tous ces noms, ces grands noms, ça te donnait envie de chanter ça, ouais, de ouf. Tu pouvais pas te dire aussi, putain, est-ce que ma voix, excuse-moi du terme, est-ce que ma voix va passer? Est-ce que ça va aller? Je me suis jamais vraiment posé la question, en fait. Tu sais, t'es là, t'es adolescent. Tu n'as jamais fait un test auprès de quelqu'un de la famille ou des amis en disant, ah, ils t'ont dit, waouh, magnifique, t'as une belle voix? En fait, ça a commencé comment? Regarde, j'écoutais ces trucs-là dans ma chambre, tu vois. Ouais. Et puis, comme je te dis, au début, tu te poses pas la question, tu sais, tu chantes par-dessus le truc, comme tout le monde chante dans sa voiture, dans sa douche, etc. Et puis un jour, j'étais au collège, je me rappelle, je devais avoir 13, 14 ou 15 ans, je me rappelle plus. Et il y avait l'album de Michael, la History, qui était sorti. Ouais, magnifique. Et je sais plus à qui j'ai chanté le Another Day is Gone. Et là, on m'a dit, waouh, il y a un truc et tout, machin. Et je me suis réveillé tout seul en me disant, mais en fait, j'aime bien faire ça, tu vois, je kiffe. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. J'ai commencé à faire vraiment ça un peu tous les jours, tu vois, à chanter. J'écrivais pas spécialement de chansons, je chantais beaucoup de leurs chansons à eux, quoi, les chansons de Boyz II Men, de Michael, etc. J'essayais de trouver ma voix, entre guillemets, au sens propre du terme, comme nous figurez, tu vois. Ouais. Et puis voilà, je suis arrivé là. Tout en continuant tes études, parce que... Ouais, après, moi, au niveau études, j'étais pas non plus... j'étais pas le premier de la classe non plus. D'accord. Je voulais faire quelque chose de différent. Enfin, je voulais faire quelque chose qui avait rien à voir avec la musique. Je voulais faire dessinateur en communication graphique, tu vois, graphiste, tout ça. Tu vois, à l'époque, on commençait Photoshop, tout ça, donc je voulais me lancer un peu là-dedans. Le problème, c'est que j'avais pas les notes qui faisaient que je pouvais aller dans les écoles, etc. Donc, je me suis vite retrouvé à faire plein de petits boulots. Tu vois, on m'a baladé un peu de gauche à droite pour essayer de trouver quoi faire de moi. Et finalement...
à un moment donné, je me suis dit, bon, je crois que ce que je sais faire de mieux, c'est de la musique. Donc, je vais faire de la musique, tu vois. Je me suis enfermé un petit peu là-dedans et j'ai essayé de développer mon truc. Et j'ai compris beaucoup plus tard, tu vois, il faut du temps, en fait, je pense, pour se construire. Et j'ai compris beaucoup plus tard que, en parallèle du coup, de te construire sur du Boyz II Men, Michael, etc., bah, il y a aussi les influences de tout ce qu'on écoute. Donc, il y avait la musique de mes parents, le Shahabi, tu vois, il y avait le Khaled, il y avait le Mami, il y avait le machin. Et puis toute ta vie, tu penses que c'est incompatible, que tu vois que c'est deux mondes différents. Et c'est pour ça que je le dis d'ailleurs dans ma chanson À la dérive, tu vois, entre Michael et Hasni, tu vois, j'ai jamais vraiment su choisir, tu vois. On est de cette génération justement qui avons grandi entre Michael Jackson et Cheb Hasni. C'est vrai, c'est vrai. Et à aucun moment, tu vois, les gens ils nous demandent de choisir. Mais en fait, bah, frère, notre playlist à nous dans la voiture, finalement, ça passe de l'un à l'autre sans problème, tu vois. Tout à fait. On passe de Michael Jackson à Cheb Hasni sans se poser de questions, nous. Donc j'ai arrêté de me poser la question. À un moment donné, j'ai juste essayé de faire de prendre comme disent les Quinri, le best of both worlds, tu vois, le meilleur des deux mondes. Et d'en faire le mien. Voilà. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que ta famille, comment ils le percevaient mes parents, comme je te dis, mes parents ils viennent du Rif, tout ça. C'est des petits villages. C'est pas des villages où on fabrique des chanteurs en fait de base. Donc ils étaient pas spécialement pour. Ils ont jamais été vraiment pour. C'est limite même à un moment donné, ils ont tout fait pour m'en empêcher. Et parce qu'ils avaient peur que ça me fasse partir en sucette un peu en vrai, tu vois, c'est normal, ils voulaient protéger leurs enfants, tu vois. Et puis j'ai eu de la chance parce que j'avais mon grand frère qui a cru en moi assez tôt, tu vois. À un moment, en fait, qui a vu que j'avais un potentiel, que j'étais capable de faire des choses et qui à un moment s'est entre guillemets interposé entre mes parents et moi et qui ont dit bon, là, faut le laisser tranquille, il sait ce qu'il fait. Et depuis, ils m'ont un peu laissé tranquille. Sans forcément super approuver à l'époque, tu vois, mais ils m'ont un peu laissé tranquille. Toujours avec une crainte, tu sais, toujours avec un petit... normal, avec un mode, ouais, mais quand même, t'as vu, fais gaffe et tout, machin, là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, j'ai fait mes preuves, tu vois, je suis arrivé à un moment donné, jusqu'à ce que je commence, entre guillemets, à gagner de l'argent avec mon métier, que je commence, qu'on sente que finalement, j'étais pris au sérieux dans ce que je faisais, jusqu'à ça, quoi. Tes premières rencontres, justement, auprès d'artistes ou de producteurs ou autres, c'était qui? Ma première vraie rencontre, c'était Scalp. Qui est aujourd'hui encore mon éditeur, avec qui je travaille encore un petit peu plus à distance, mais qui est toujours mon frère. On passe bien sûr le Salem, c'est qu'à sa femme, sûr. Ouais, qui est bien sûr. Une chanteuse très connue. C'est une chanteuse très connue, en effet. Non, moi je sais pas de nom, mais je suis en train de tout faire pour la faire venir, donc j'ai déjà un contact, donc voilà. Écoute. On croise. Puis Nassi, il va m'aider aussi. Inch'Allah. Je vais t'aider si je peux t'aider. Non, mais il est doué, il est vraiment doué. C'est quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et moi, je l'ai rencontré en plus à une période qui était un peu difficile professionnellement pour lui à l'époque, puisque je l'ai rencontré juste après sa séparation avec Cor. Et c'est quelqu'un qui a... Moi, je venais de nulle part. En fin de compte, je venais de... Entre parenthèses, excuse-moi, Nassi, on rappelle que Core et Skype avaient fait R&B Fever. R&B Fever, c'est eux qui ont lancé le mouvement il y a des années, qui ont cartonné à cette époque, qui était un combo de producteurs incroyables, en fait, à l'époque, qui produisaient le premier album de Matt Pokora. Voilà, ils ont fait la bande originale de Taxi, ils ont fait énormément de choses, donc ils étaient très, très, très populaires. Enfin, bref. Et moi, quand je rencontre en fait Scalp, je suis totalement fan en fait déjà de l'époque. Pour moi, c'est incroyable de rencontrer le mec qui a fait Taxi, R&B Fever, etc., etc. Et quand je le rencontre, moi, je suis ce petit gars qui vient de près d'Annecy, tu vois. Voilà, je suis personne en fait, tu vois. Ouais. Et il se trouve que lui, il m'avait découvert en fait en tant que Majesty. C'est ce que j'ai été dire. Là, je pensais, j'étais obligé. Il m'avait découvert par hasard en tant que Majesty et j'avais eu des échos en fait où des gens qui étaient venus me dire que il avait entendu le projet et qu'il avait kiffé et qu'il trouvait ça bien et tout, etc. Donc je me suis dit attends, si un mec comme Scalp il kiffe ce que je fais, faut que je le rencontre, tu vois, faut que je lui parle, tu vois, faut que j'essaye.
Donc à l'époque, il y avait MySpace, j'ai envoyé... je parle comme un vieux. J'ai envoyé un message en fait via MySpace et je lui dis bon voilà, bonjour, je m'appelle Majesty, j'aimerais bien un truc, est-ce que j'aimerais bien travailler avec toi, je trouve ce que tu fais sensationnel et surtout je trouve que ce que tu fais ça colle exactement avec mon identité puisque t'es entre le R&B, la funk et la musique orientale, tu vois, déjà à l'époque. Et il me répond. Et il me dit, frère, c'est lourd, tu sais quoi, passe à mon studio, viens. Donc moi, à l'époque, je prends un billet pour Paris. Tu vois, c'est une vie pour moi. Ce que je te dis, c'est un truc de ouf, tu vois. Je prends un billet de train pour Paris. Je suis jamais venu à Paris de ma vie, tu vois. Je prends un billet de train pour Paris, je viens... Et je viens voir Scalp dans son studio. Alors, tu viens voir Scalp, on est d'accord? Ouais. Eh ben, on va voir la suite. Ça sera après la page de pub. Pas de souci. Comme ça donne un peu de suspense. Auditeurs, auditrices, je vous rappelle que vous êtes avec DJ Nabil, qu'on est en direct sur France Maghreb 2, dans l'émission Tapis Rouge, où ce soir je reçois, bien sûr, ce chanteur qui est un phénomène en ce moment. C'est Nassi. Et il nous raconte un peu, justement, ces petites anecdotes, dont celle avec Scalp. Vous allez en savoir davantage. Ce sera juste après la page de pub. Donc, restez à l'écoute. On est bien en direct. Il est 22h18 exactement. Page de pub, on se retrouve juste après, tout de suite. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis, de 22h à minuit, sur France Maghreb 2, le tapis rouge. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis, de 22h à minuit, sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ah, et la pub, elle a été rapide. Elle a été rapide, bien évidemment. Et voilà, une confession que Nassi apparemment apprécie mon petit jingle bien sympathique. Mais grave, il est super lourd, franchement, je kiffe. Eh ben, tant mieux. Il est sale. Il est vraiment bien, franchement, je trouve que je kiffe. Faudrait qu'on fasse quelque chose, un petit son dessus, non? Non, on peut aussi. Il me rappelle, en plus, il me rappelle Michael, tu vois, le Working Day and Night. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. You got me working day and night. Ah, il est chaud, il est chaud. Ah là là là, quel plaisir. Donc je vous rappelle, auditeurs, auditrices, que nous sommes en direct. C'est DJ Nabil sur France Maghreb 2 dans cette émission Tapis Rouge. Je reçois bien sûr l'artiste Nassi qui est avec moi. On est là jusqu'à 23h. Et puis bien évidemment qu'à partir de 23h, vous allez retrouver les plus belles musiques de cet artiste de 23h à minuit. Pour l'heure, il nous parlait de cette anecdote avec Skype, sa rencontre justement. Voilà, son départ de Perpignan direction Paris. Non, de Annecy, là je partais. Annecy, excuse-moi, c'est vrai, c'était Annecy. Ouais. Il est né à Perpignan. Ouais. Il a fait sa petite jeunesse à Perpignan avant de ménager du côté d'Annecy, c'est tout à fait ça. Donc Annecy, Paris, et on essaie de savoir la suite justement par rapport à cette rencontre avec Skype. Bah du coup j'arrive donc à Paris, je découvre Scalp qui était dans un studio à l'époque, il était au Twins Studios dans le 16e, gros studio qui existe toujours d'ailleurs, qu'on salue. Et je rencontre Scalp, et Scalp il travaillait sur plein de trucs à l'époque, toujours, il venait de finir l'album de Tony Parker. Tony Parker qui à l'époque avait fait un album de rap, je sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens, c'est vrai. Voilà, il venait de finir l'album de Tony Parker et tout. Et il était vraiment dans un nouveau truc, dans un nouveau souffle et tout. Il était vraiment... Donc voilà, et moi je suis là, je le rencontre, je suis fasciné, tu vois. Et puis c'est le premier qui me donne un peu ma chance, en fait, qui me dit, bah écoute, moi j'aime bien ce que tu fais, j'aime ta voix, j'aime ta direction. Et puis surtout, je l'ai pas lâché, quoi. En fait, je l'avais travaillé au corps de ouf, en fait. Je lui avais dit, ouais, mais tu sais, j'aime trop ce que tu fais. Et je trouve qu'on se ressemble, tu vois. Je pense qu'il y a une histoire de Mektoub, tu vois. Je l'avais vraiment collé. Et puis il m'a dit, bon, écoute. Attends, il m'avait testé déjà un peu avant, donc il m'a dit franchement j'aime bien et tout machin là. Je suis rentré chez moi et il m'a dit écoute, je vais t'envoyer une série de prod. Écris une chanson et enregistre-la. T'as 2 jours. Tu vois, il m'avait donné genre un théorie écrite, tu vois. Ouais. T'as 2 jours et si tu me fais un truc bien, vas-y on bosse ensemble. Montre-moi genre en gros ce que t'es capable de faire, tu vois. Et je rentre chez moi, j'avais pas de studio, j'avais rien, j'avais pas de, tu vois, vers Annecy, tu vois, là-bas, puis j'étais tout seul, tu vois. Donc j'ai acheté un ordinateur, j'ai appris à me servir des programmes, du logiciel, de Logic Pro, tout ça, machin. J'ai pris un micro, j'ai pris un truc et tout, et en 2 jours je lui ai fait une chanson et j'étais vraiment pas sûr de moi, mais en même temps il fallait que je fasse mes preuves, tu vois. Tout à fait. Et je lui envoie un truc et je priais pour me dire, tu sais, j'espère que ça va passer, quoi, qu'il va kiffer et tout.
Et il me réécrit, il me dit franchement c'est lourd et tout, c'est propre, ça tue. Vas-y, je te tiens au courant, dès qu'il y a un truc et tout, je t'appelle. Je lui dis ok. Moi à l'époque je bossais et tout à côté, tu vois, j'avais un petit job. Je crois que je bossais à l'époque, je crois que je bossais au Starbucks en plus à Genève. Et ah, c'est l'heure du fantôme. et qu'est-ce qui se passe après? Attends, je me souviens que ouais, je bossais donc à Genève. Et il me rappelle un moment, il me dit Nassi, est-ce que tu peux venir tel jour et tout? J'ai une séance avec l'Algérino. Et moi, le truc que j'avais entendu de l'Algérino au début, c'était mentalité pirate, tout ça. C'était un peu du rap un peu street, tu vois. Ça me parlait pas de ouf, tu vois. Mais il me dit non, t'inquiète, viens, tu vois. Je dis ok. Donc je pose 2-3 jours de congé et je monte à Paris et je me retrouve en studio avec l'Algérino, que j'ai jamais vu. Samir. Et qui m'a jamais vu, Samir. Et l'Alger, en fait, c'est marrant parce que quand on en a reparlé, on en a reparlé bien des années plus tard, il faut savoir que l'Alger, en fait, il était dans le même guet-apens que moi. C'est-à-dire que Scalp lui avait dit... En fait, l'Alger, il voulait travailler avec Scalp. Ils s'étaient rencontrés, je ne sais plus où, à une soirée et tout, machin, là. Scalp lui dit, ok, vas-y, viens au studio, je vais te faire poser avec un gars, t'inquiète pas, on va faire un morceau de ouf. Et en fait, Scalp, il avait sa vision, en fait, déjà. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. Et donc j'arrive en studio et l'Alger en fait il est assis sur le canapé et il se bouffe les ongles parce qu'il est là, il se dit putain j'espère pardon, il me dit j'espère que ce que Scalp va me faire ça va être lourd et j'espère que ce gars là il est chaud, tu vois, parce que je sais pas qui c'est mais j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Et en même temps du coup les deux on fait confiance à Scalp quoi, tu vois, on se dit bon il sait. Et Scalp, il est là, il nous fait une prod déjà de dingue. Donc ça commence comme ça. Il nous fait une prod de malade, devant nous deux. Donc nous, on est là, putain, c'est chaud, c'est un truc de ouf. Il se passe un truc. Et puis il me dit, bah rentre en cabine. Et je lui avais fait je lui avais envoyé 2-3 mélos que j'avais fait moi-même, des trucs un peu entre R&B et Rai et tout ça, machin, parce que R&B Fever, c'était déjà sorti et tout. Et il me dit, tu sais quoi, Nassi, tu te rappelles de cette mélo que tu m'avais envoyé, machin, je lui dis, ouais. Et il me dit, ben, fais ça. Fais cette mélo-là et tu fais n'importe quoi, une top line, une mélo, tu vois, et on verra pour les paroles après. Je lui dis ok. Et je rentre dans la cabine et je fais ça. Et ça a donné Marseille by Night, le son avec l'Alger. Et quand je sors de la cabine, il y a l'Alger qui arrête de se bouffer les ongles et qui me saute dessus et qui me fait « Mais Belomi, c'est un truc de malade !» Tu vois, je sais pas, il était super content, tu vois. Et mais en même temps rassuré parce qu'il savait pas qui j'étais. Et puis il m'avait jamais entendu chanter. Il savait pas du tout ce que j'allais lui proposer. Et ça a donné le titre Marseille by Night qui était dans l'album de l'Algérino Effet Miroir en 2010. Qui a très bien marché, ouais. Qui avait pas mal marché, ouais, qui avait bien un truc. Et depuis, bah, après, avec l'Alger, on est resté amis pendant en tout cas de très longues années. On a travaillé ensemble sur énormément de projets. Et voilà, c'était le début. Le point de départ, c'était ça. D'accord. Ouais. Bah, c'est un bon souvenir en tout cas. Bonne anecdote. Ouais. Donc, moi, une anecdote. On a reçu Samir, l'Algérino, justement. On lui passe au passage le salam, bien sûr, s'il nous écoute. Donc, c'était cette rencontre avec Scalp. Donc, par la suite, c'était la première grosse rencontre, comme tu disais. C'était la question que je t'avais posée. Donc, par la suite, bon, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de featuring parce qu'on avance au fil du temps de cette émission. Et pour ceux qui viennent nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes en direct dans l'émission Tapis Rouge en compagnie de notre cher Nassi, voilà, sur France Maghreb 2. Donc tu avais fait beaucoup de rencontres à côté, donc j'ai vu que tu avais fait beaucoup de featuring, voilà. Mais avant tout, tu écrivais pour certains grands artistes qui sont de renom quand même. Alors les featuring c'est venu avant, l'écriture c'est venu un petit peu après. Ah d'accord. Ouais. Ok. Au début je faisais des featuring parce que j'essayais de me placer en tant que chanteur. D'accord. Et puis après Scalp en fait parce que c'est beaucoup, on va pas se mentir, c'est Scalp qui m'a aidé à me construire beaucoup, tu vois, artistiquement en tout cas, il m'a beaucoup façonné et c'est lui qui m'a donné, parce que j'ai vu qu'il y avait Medine, Maya, il y avait voilà ce genre de featuring voilà. C'était Medine, c'était avec Scalp. D'accord. J'ai fait quoi? J'ai fait Niro, c'était avec Scalp. J'ai fait Kamel l'Ancien, c'était avec Scalp. L'Algérino, j'ai fait TLF, c'était avec Scalp. Tout ça, c'était avec Scalp. Des noms. À l'époque, c'était il y avait pas mal de trucs. Tunisiano, c'était avec Scalp. Et souvent, c'était sur des prods de Scalp. Et c'était son moyen à lui d'essayer de m'inclure dans le truc et de dire bon, les gars, il y a un artiste là, il fallait le mettre un petit peu là où lui il pouvait me mettre, il me mettait. Tu vois, donc déjà là, il m'a mis le pied à l'étrier comme ça. Et puis après,
ça fonctionnait parce que ça fonctionnait un peu parce que les gens du coup ils s'intéressaient à moi, ils me découvraient, etc. Mais après on leur donnait pas plus, tu vois, donc c'était un peu compliqué. Et lui après il évoluait aussi tout comme moi, mais toujours avec une bonne longueur d'avance. À un moment donné, il a compris il s'est dit, tu sais quoi, Nassi, t'écris bien, il faut que tu te positionnes en mode auteur. Et moi, en fait, j'aimais pas écrire parce que je me trouvais pas bon, je me trouvais pas si bon que ça. Enfin, en tout cas, pas aussi bon que lui, il trouvait que je l'étais, tu vois. Et puis, je mettais du temps à écrire. Et puis, c'était pas... Moi, j'avais plus de facilité à faire des mélos et à chanter, tout simplement. Tu vois, limite, à l'époque, si je pouvais avoir un auteur, si je pouvais avoir quelqu'un qui écrivait pour moi, j'aurais été content, quoi. Et lui, en fait, c'est lui qui m'a forcé, entre guillemets, à progresser, à évoluer dans l'écriture, dans le domaine de l'écriture, en me disant, tu sais quoi, tu peux écrire pour des gens et faire vraiment des trucs dingues. Donc, tu sais quoi, et il m'a remis des interros écrites un peu, en fait. Il m'a dit, tu sais quoi, fais-moi une chanson pour demain, tiens, j'ai fait une prod, fais-moi la mélo. Donc je faisais la mélo, je faisais le truc, ok. Et après il me prenait par surprise, il me dit, bah écris-la pour demain, écris-la pour dans 2 jours. Et ça se retrouvait, le premier truc que j'ai écrit pour quelqu'un, c'était un morceau pour Axel Tony. D'accord. Alors je sais pas si tu te souviens de Axel Tony. Bah si, Axel Tony, je connais. Donc qui est très très fort, qu'on salue au passage s'il nous écoute, mais voilà, le premier truc que j'ai écrit... Arrêtez là, parce qu'on n'entend pas trop. Hein. Ici, il fait toujours des trucs, hein, il est juste... Comme tu sais, maintenant, aujourd'hui, les artistes qu'on n'entend plus sur les grosses radios, ils sont soit, en général, ils sont souvent, ils font souvent des trucs tout seuls en indépendant, comme c'est le cas pour moi, par exemple. Ouais. Mais du coup, tu les entends moins parce qu'il y a moins d'exposition, mais ils sont là, hein, toujours. Ils sont là. Très grand chanteur, Axel. Salut, vraiment. Et donc, le premier job vraiment d'auteur que j'ai fait, c'est sur Axel. D'accord. Ensuite, ensuite Kenji. Kenji, ouais. Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Kenji, c'était après son émission, après l'émission ? C'était juste après, juste avant qu'il sorte son album. D'accord. En fait, j'avais fait une chanson qui était prévue, entre guillemets, pour un projet à moi, pour un éventuellement projet d'album. La chanson s'appelait Elle m'a aimé. Ouais. Et à l'époque, j'avais un nouvel éditeur, puisque j'avais Karim, donc un de mes éditeurs actuels, qui travaillait en collaboration avec Scalp énormément sur beaucoup de projets, qui vient me voir et qui me dit, écoute, ta chanson Elle m'a aimé là, faut la donner à Kenji. Et moi, tu vois, je suis dans un délire où, ok, je viens d'accepter que je sais écrire, tu vois, je viens d'encaisser le fait que je suis peut-être un auteur potentiellement correct, et là, tu veux me prendre une chanson qui est censée être pour mon projet, pour la mettre sur le projet d'un mec que je connais pas. Mais ouais, mais le gars, il va gagner The Voice, ou il avait gagné The Voice, et il est chaud, tu vois. Il est vraiment chaud, et cette chanson, il peut vraiment bien l'interpréter, il peut se passer quelque chose. Même pour toi, c'est intéressant, il me dit. Et tu sais, au début, je suis dans l'ego, moi. Je me dis, mais c'est ma chanson. Je veux pas la donner à un mec que je connais pas, c'est ma chanson. Ouais, je comprends. Donc il me travaille au corps pendant 2 semaines. S'il m'écoute, là, il doit rigoler, parce qu'il sait que c'est vrai. Et il m'a travaillé au corps pendant 2 semaines, en me disant, Nassi, viens, faut qu'on parle. Et pendant 2 semaines, c'était ça, tous les jours, faut qu'on parle. Et pendant 2 semaines, il m'a passé la pommade. Et un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, tu sais quoi, vas-y, on essaye, tu vois. Et Kenji débarque au studio. Et c'était marrant parce qu'il essaye de faire Elle m'a aimé. Je me rappelle, il est venu le soir vers 19h comme ça. Il a essayé de faire Elle m'a aimé, et il voulait la faire d'un coup, tu vois. Il voulait essayer de la rentrer vite, parce que c'est vrai que c'est un chanteur incroyable. Je vous le dis, hein, vraiment, moi je l'ai vu en studio, c'est un chanteur de malade. Et c'est un guitariste de malade. C'est un truc incroyable. Donc, et du coup, il essaye de faire Elle m'a aimé le premier soir, mais c'est quand même une chanson qui reste compliquée. Donc. Et du coup, on lui dit, à un moment donné, bon, tu sais quoi, frérot, prends la chanson, prends la version témoin, écoute-la, apprends-la bien, tu vois, maîtrise-la, et demain, tu reviens et on la pose. Je pense que tu as besoin de bien l'encaisser, tu vois. Ouais. Il dit ok. Et il rentre chez lui, et je me rappelle, il vient le lendemain à midi. Et à 13h30, c'était plié. Et c'est la version qu'on entend là maintenant, là, donc dans la version de l'album, où il chante de ouf. Mais genre à 13h30, c'était plié. La chanson était finie, guitare, tout. Il avait tout posé, tout. Et c'était incroyable. C'est un des rares et des premiers artistes qui m'a autant bluffé sur la manière de réinterpréter une chanson que moi j'ai écrite. Parce que autant avec Axel Tony, par exemple, qui est un très grand chanteur, et avec qui j'ai travaillé sur de nombreuses chansons que j'ai pu écrire et composer,
on prenait le temps, tu vois. On se donnait, vas-y, une après-midi, une bonne journée pour faire la chanson, on recommençait, tu vois, c'était un travail, quoi. Et là, avec Kenji, c'était un travail, mais c'était facile. Pour lui, il a vraiment, littéralement mangé la chanson. D'accord. En 1h30. Magnifique. Et c'est devenu un single et en plus un morceau phare de son répertoire aujourd'hui qui joue à tous ses concerts. Et moi, dans ma carrière, en fait, d'un coup, je suis devenu waouh. Parce que comme Kenji, c'est devenu un succès. Ouais. Tu vois, comme l'album de Kenji, c'est un truc qui a vendu 1 500 000. Tu vois, c'est un triple un diamant ou je sais plus combien. Je me rappelle plus, mais comme le truc, c'est devenu un succès. Les morceaux qui dépassent, qui sortent du lot, du coup, on se dit, mais lui, en fait, c'est un auteur de ouf, tu vois. Et moi, du coup, je suis passé de auteur potentiellement qui venait de m'accepter moi-même en tant qu'auteur, je suis devenu, putain, le mec, il a écrit pour Kenji. Ouais, tu vois. Ouais. Là, un remerciement à Karim, là. Remerciement de ouf à Karim, d'être éternel envers Karim et Scalp, du coup, parce que c'était les deux. À la base, en fait, on confie le projet à 3 compositeurs, je crois, 3 auteurs-compositeurs. Et l'album était divisé en 3, et on a dit à Scalp, bon, toi et ton équipe, on vous donne 4 chansons, vous avez 4 chansons à nous faire. Et là, Karim, il me dit, je veux qu'une de ces 4 chansons, ce soit Elle m'a aimé. Et donc, c'est Scalp qui réalise la prod, tu vois, qui réalise tout, et qui enregistre Kenji, qui enregistre les guitares, qui chef d'orchestre, quoi. Ouais. Et c'est moi qui écris et qui compose le truc. Donc, encore une fois, Scalp me met le pied à l'étrier, Karim me donne une occasion en fait de me démarquer dans le game et en même temps de permettre à Kenji d'offrir à Kenji une chanson magnifique pour son répertoire. Donc c'est une des plus belles magnifique, hein. Ouais, c'est une des plus belles histoires de ma vie en vrai, tu vois, s'il y a un des moments de ma carrière enfin, c'était ça quoi, pour ces artistes-là, tu aurais écrit un peu pour Kenji, pour Axel. Axel, on est toujours en contact, on s'est eu en plus hier au téléphone, donc on doit retravailler ensemble. D'accord. Kenji, j'aimerais beaucoup. Mais bon, après, il a eu un succès, tu vois, où c'était difficile de le rattraper. D'accord. Et après, je t'avoue que j'aimerais beaucoup, moi. Parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, hein, Booba aussi. Hein. Ouais, Booba, pas pareil. Booba, c'était pas pareil. Booba, donc, c'était l'année dernière. Ouais. Et c'était sur Mona Lisa. Et c'est pareil, ça arrivait un peu par hasard, ça, par contre. Ça arrivait vraiment par hasard. C'est donc... Parce qu'il faut savoir, entre parenthèses, pour ceux qui connaissent pas Nassi, qui suivent pas un peu sa vie, entre guillemets, tu ne vis pas en France, hein, aux dernières nouvelles, hein, si je dis pas de bêtises. En ce moment, en tout cas, je vis en France. J'ai eu passé, en fait, beaucoup de temps aux États-Unis. Voilà. Donc tu as pu rencontrer peut-être Booba là-bas et tout. Non, même pas. Même pas, d'accord. Même pas. Ça s'est même pas passé comme ça. C'est ça le plus dingue. C'est voilà. que c'est vrai qu'en c'était plus... la même ville, c'est pour ça que je pensais à ça. J'ai passé beaucoup de temps... En fait, je passais beaucoup de temps aux États-Unis et je passais beaucoup de temps à Miami. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont pu penser à un moment donné que, bon, bah, ils ont dû se croiser à Miami. C'est ça, tout à fait. Alors, je l'ai déjà vu à Miami, on s'est croisés déjà, etc. Mais... Alors, j'ai passé une soirée avec lui où j'ai trouvé que c'était un mec très sympa. J'ai passé une soirée très drôle, pour te dire. Parce que c'est quelqu'un qui est très détendu et qui aime beaucoup rigoler. Et qui est vraiment très drôle, tu vois. Il tord l'actualité comme il le fait un peu sur Insta et tout. Et du coup, j'ai passé vraiment un bon moment où on a vraiment rigolé. Moi, on n'a absolument pas parlé de musique de toute la soirée. Et c'était vraiment un hasard qu'on se retrouve. Okay. Après, le truc de Mona Lisa, c'est arrivé par hasard. C'est en fait un jeune beatmaker qui s'appelle Annie Beat, qui bosse au sein de ma team, on va dire d'auteurs-compositeurs, sous nos éditeurs, parce que je bosse avec plusieurs éditeurs, moi. Ouais. Et du coup, il me dit, écoute, voilà, j'envoie des prods en ce moment à Booba. Il aime bien ce que je fais. J'aimerais bien lui envoyer des prods avec des mélodies ou voire avec des textes et proposer quelque chose. Apparemment, il est ouvert. Je lui dis, OK. Et il avait la prod donc de Mona Lisa. Et je me rappelle que c'était un soir, je rentrais de je sais plus où, j'étais passé au studio, mais très brièvement, et j'étais très fatigué. Et il me dit, Nassi, s'il te plaît, passe derrière le micro et fais un truc pour Mona Lisa. Il s'appelait pas Mona Lisa à l'époque. Il me dit, passe derrière le micro et s'il te plaît, fais un truc sur cet instru. S'il te plaît, je vais l'envoyer à Booba. J'aimerais bien tester un truc. Je lui dis, non, j'ai pas le temps, je suis fatigué. J'ai envie de rentrer chez moi. Tu vois, j'ai envie de rentrer Netflix, tout ça. Ouais. Tu vois. Et il me dit, s'il te plaît, reste, vas-y, viens. Juste 20 minutes, après tu pars. Je lui dis, OK. Donc je passe derrière le micro, je fais un truc en 20 minutes en me prenant pour Booba. Tu vois, dans ma tête, je me dis, OK, je suis Booba. Qu'est-ce que je ferais? J'essaie des trucs et tout, je fais une mélodie.
Et je lui dis, bon, ok, vas-y, bonne soirée, Anis, à demain, à la semaine prochaine, à quand tu veux, on se capte très vite, tiens-moi au courant. Et le lendemain, il m'envoie un message, il me dit, j'ai envoyé à Booba, il a kiffé le son, il a kiffé la top line, il le garde pour son album. Donc moi, je me dis, ok, c'est cool, tu vois. Je me dis, c'est cool, mais je me fais pas trop d'illusions en même temps, parce que je me dis, alors regarde, en fait, ce que je me dis, c'est, il est en train de bosser son album. Ça veut dire peut-être il va faire 40 morceaux, et finalement, peut-être il va pas le garder. Tu vois, je me dis peut-être il va changer plein de trucs, peut-être, j'en sais rien, tu vois, mais je me suis dit peut-être il va jamais sortir ce son en fait. Donc là, on attend, tu vois. Et on attend, et puis après, Et 6 mois, 7 mois plus tard, c'est le premier single de son album. Il est en featuring avec GSX, et le son il s'appelle Mona Lisa. Et il se trouve que c'est, entre guillemets, un des sons les plus forts de l'album. C'est ça, tout à fait. Il avait cartonné. Et moi, du coup, j'en reviens pas, en fait. Tu vois, je dis, mais c'est un truc de dingue. Et finalement, il arrive Diamant. Et c'est un de mes... Bah, du coup, j'ai fait Kenji, qui est Diamant. Et j'ai fait Mona Lisa, qui est Diamant. C'est ce que j'allais te dire. Donc, j'ai 2 diamants à mon actif en backstage. Tu vois pas. C'est bien. Sur la touche. Des royalties. Ouais, bah oui, forcément. Mais moi, du coup, c'est bien. Non, mais moi, il faut savoir un truc. J'ai pas de... Là-dessus, par contre, j'ai appris, du coup, Nassi, alors... Pour ces 2 titres et pour la suite, là, par rapport à ce que là, on arrivera jusqu'à là, ta famille, comment ils le prennent, ton grand frère et tout, quand tu leur dis ça, est-ce qu'ils se rendent compte un peu du potentiel et de ce qui t'arrive, ou est-ce qu'ils se disent, bah alors, t'écris comme un... Mes parents, tout ça, ils sont pas forcément dans la variette ou dans Kenji ou dans quoi que ce soit, donc ils percutent pas de ouf à ce moment-là. Mes frères et sœurs, ils comprennent, donc ils voient, et puis surtout ils voient le buzz de Kenji, donc ils trouvent ça incroyable. Et puis surtout, moi je commence à gagner de l'argent du coup grâce à ça. C'est ça. Tu vois, je commence à gagner ma vie en fait. Et du coup ils se disent bon, ça va, il est bien en fait, il est sécure, tu vois, c'est bon, il est sécurisé, il a trouvé sa voie. Ouais, il a trouvé son truc, tu vois, c'est bon. Il a un truc, ça va, tu vois. Il est pas dans un trou, il est pas dans un piège, il est pas dans machin. Ma mère, en tout cas, en ce qui concerne mes parents, vraiment, je pense ma mère, en tout cas, le truc, là où elle s'est dit, ok, c'est plus quand j'ai sorti La Vie est belle, donc c'est venu beaucoup plus tard. Kenji, c'était en 2014. D'accord. La Vie est belle, c'est sorti en 2017. D'accord. Et La Vie est belle, faut savoir que quand c'est sorti, ma mère, elle s'est dit, bon, bah, c'est une énième chanson, parce que j'avais sorti des chansons, j'avais fait Marseille by Night, j'avais fait plein de trucs et tout. Donc elle s'est dit, bon, c'est une énième chanson que mon fils, il sort, bon, voilà, ça fait pas de truc de fou. Mais là, elle commence à voir que ça passe à la télé. Les voisins, les voisines, les enfants, tout le monde et tout commence à lui dire, mais ton fils, c'est un truc de fou, en fait. Et ma mère, au début, elle écoute pas, elle s'en fout. Tu vois, elle dit, oui, merci, c'est gentil. Puis, mais elle calcule pas. Elle dit, ouais. Sauf qu'un jour, elle va au supermarché. Tu sais, genre en grande surface, vraiment, tu vois. Et là, et ma soeur, je me rappelle, elle avait filmé, c'était une dinguerie. Et elle rentre dans le supermarché, et au moment où elle rentre, elle entend La Vie est belle. Ah, ça, la vie est belle. Et en fait, elle avait jamais vraiment pris le temps d'écouter la chanson, mais à un moment donné, elle bloque parce qu'elle reconnaît ma voix. Oh là et là. ça lui fait quelque chose, tu vois. Elle commence à être émue. Ouais. Oh là là. Et je le vois, en fait, je le sens que et puis d'un coup, je sens que c'est ce moment-là où finalement elle commence à me prendre au sérieux dans le truc, parce qu'elle se dit, bon là on m'en parle beaucoup trop, et en plus là si tu commences à tourner même quand je vais faire mes courses, c'est qu'il se passe un truc, tu vois. Et du coup après elle était flattée et puis fière du coup à chaque fois. Et puis surtout, j'ai une éducation qui fait que j'ai toujours fait attention à ce que je raconte dans mes chansons. Tu vois, il y a le respect, Ouais, j'ai des parents. Des parents, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes, j'ai l'impression, ils n'ont pas de parents de nos jours. Tu les vois, ils sortent des paroles de ouf, tu vois. Et tu dis, mais ta soeur, ton frère, ton père, il n'y a personne qui écoute ça à un moment donné. Parce que moi, ma mère, ok, c'est pas non plus la fan numéro 1, c'est pas tu sais, j'ai vu le documentaire de Kanye West, là, il y a pas longtemps sur Netflix, je sais pas si tu l'as vu, sa mère, c'était sa femme number 1, elle connaissait ses couplets par cœur. Donc ma mère, elle est loin de ça. Mais à un moment donné, t'es pas à l'abri qu'un jour, elle tombe dessus par hasard, ou que quelqu'un lui montre et lui dise, ok, tiens, regarde, il fait ça à ton fils. Voilà, tu vois, à un moment donné, moi je peux pas, tu vois. Donc j'ai toujours fait Et puis surtout, tu sais, comme je t'ai expliqué au début, mes parents, moi, ils voulaient pas au début. Donc je vais pas en plus faire le rebelle et sortir des trucs, ouais, je suis en chicha, tu vois, et sortir des trucs tu vois, qui vont en contradiction avec la manière dont eux, ils m'ont éduqué, tu vois. Non, je vais pas aller, tu vois.
Je vais pas. T'as des valeurs, quoi. T'as des valeurs de famille. Ils avaient peur que je parte en sucette. Si moi je leur montre, ouais, je pars en sucette, en fait, c'est un truc de débile. Donc, naturellement, par humilité, par pudeur, par tout ce que tu veux, par valeur, par ce que tu veux, j'ai toujours fait attention à ce que j'avais envie de dire, aux messages que j'avais envie de véhiculer, aux histoires que j'avais envie de raconter. Donc, du coup, que ce soit. Même dans Marseille by Night, qui est un morceau un peu club, festif et tout, tu vois, je parle de Marseille, quoi. Je parle de Marseille by Night. Je dis pas, tu vois, les trucs un petit peu olé, je les laisse à l'Alger, tu vois. Je les laisse dans les couplets, c'est pas moi. Quand on me demande, je dis, moi, ma partie, elle dit, Had Lila ou Yed Lila, tu vois. Ouais. D'accord. Et ben justement, par rapport à ça, donc c'est souvent toi qui écris les paroles de toutes tes chansons. Toujours, ouais. Toujours. Bah, à cause de Scalp. Ouais, dès le début d'entrée de jeu. Elle m'a dit non, donc, écris. Donc tu ne vois pas quelqu'un écrire à ta place, un parolier, dire tiens, j'ai quelque chose pour toi. Si, mais après, moi du coup, en fait, j'ai toujours eu du mal à écrire parce que mes références en écriture, c'est Brel, c'est Cabrel, ces trucs. Donc forcément, moi je trouve que j'écris, je suis nul en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois. Je me dis, mais je suis nul. Moi, j'arrive pas à écrire comme ça, c'est pas possible. Et puis, en fin de compte, c'est là où Scalp, il a mis le doigt sur mon côté auteur. C'est qu'il m'a dit, mais t'es pas obligé d'être Cabrel ou d'être Brel ou d'être je sais pas qui ou Brassens pour être un bon auteur. Ce que t'écris et ta manière d'écrire. Et par exemple, une des plus belles chansons que j'ai pu écrire, justement, c'est Elle m'a aimé. C'est une chanson avec des mots simples, une chanson sincère. Et c'est là que j'ai compris en fait mon style d'écriture, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, en fait c'est ça, tu vois. Il n'y a pas besoin d'écrire des très grandes poésies. C'est une histoire de sincérité à un moment donné. Et moi, je crois que c'est un des trucs qui fait, entre guillemets, ma force, tu vois. J'ai pas grand-chose à proposer, mais je suis sincère dans ce que je fais. C'est très bien ça. Tu vois. Et bien justement, on va en savoir davantage de choses sur toi, mais aussi parler de ton dernier OP. Ce sera juste pour la dernière partie, juste après cette page de pub qui arrive dans quelques instants, auditeurs, auditrices. Je vous rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes dans l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2. Depuis 22h, on est en compagnie de notre cher ami Nassi qui est avec moi ce soir. Et voilà, je vous rappelle aussi que d'ici un quart d'heure, grosso modo, pour cette fin d'émission, vous allez retrouver les plus belles musiques de Nassi sur France Maghreb 2, comme je le fais assez régulièrement, entre 23h et minuit. Donc, il faudra bien rester à l'écoute. Et je vous rappelle aussi également que cette émission est rediffusée tous les vendredis de 13h à 14h. Notez bien, 13h, 14h tous les vendredis. Donc, page de pub et on se retrouve juste après Nassi, c'est bon? Avec plaisir. À tout de suite. C'est mercredi, et le mercredi, c'est DJ Nabil pour l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2. Tapis Rouge. Avec DJ Nabil. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis, de 22h à minuit sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Elle a été rapide encore une fois cette pub. Il n'y a pas beaucoup de publicité du côté de France Maghreb 2. Ça se retarde. Et en tout cas, le ramadan approche à grands pas. Vous le savez, bien sûr, le 2 avril prochain. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Salam alaikum à tous les auditeurs auditrices de France Maghreb 2. Vous êtes en compagnie de DJ Nabi dans cette émission Tapis Rouge. En compagnie de l'artiste Nassi depuis 22h. Et on est à cette dernière partie où on va parler un peu de son OP. Son OP qui est sorti on va dire quelques jours, voilà, qui va justement y passer juste derrière cette émission. Donc à partir de 23h minuit, l'OP1, l'OP2, on va plutôt l'OP2, l'OP1 et puis quelques featuring, dont celle par exemple avec DJ LSK qui avait fait un carton, avec bien sûr DJ Sem, voilà, vous allez écouter tout ça après. Pour l'heure, on est toujours en compagnie de l'artiste. Ça va, Nassi? Tout va bien? Ça va, super, c'est bien, on est bien. On est bien tranquille. Alhamdulillah, c'est l'essentiel. Alors, tu vas nous parler un peu de ce topé, voilà, de ce que, ce dernier album que tu as pu faire. Donc, c'est toujours toi qui as tout écrit, bien évidemment. Tu as pris le temps pour le faire. Ouais. Donc, il faut savoir que tu en avais sorti un en décembre 2020. Décembre 2020, voilà. Ouais. C'était mon premier EP en indé, tout seul. Voilà. Comment c'est venu alors le fait de vouloir travailler, tu sais, de faire ton propre album, c'est toujours par rapport à Skype, alors, le fait qu'il t'a
C'était bousculé ou... Non, là c'était. Alors on était dans autre chose. Là c'est quand même là où j'ai commencé vraiment à voler de mes propres ailes. Alors faut savoir que donc moi en fait je te fais la version courte, mais en gros en 2016, fin 2016, je signe en maison de disque, je signe chez Play2. Je suis le premier artiste à être signé chez Play2. D'accord. Donc Play2 monte leur label. Donc toi Je suis le premier artiste. Oui, mais sans crainte, tu dis... Parce que c'est risqué quand même d'aller dans un label où... Voilà, il y a personne, t'es là, t'es le premier. En fait, le boss de Play2, à l'époque, lui, il sortait d'un label qui s'appelait Playon. Tu vois, le premier label qui s'appelait Playon. À l'époque, il ferme Playon, je crois, où il y avait toujours Playon qui existait, et il fait Play2. Donc, on lui faisait confiance, et puis surtout, on savait que il y avait un partenariat, entre guillemets, avec TF1, tout ça, tu vois, voilà. D'accord. Et puis, moi, j'ai La Vie est belle, en fait. J'ai La Vie est belle dans les mains, tu vois, le single. D'accord. Et on me signe en fait en fin 2016, on me dit ok, nous on y croit, c'est ça, on va lancer ce single là début de l'année, là faites-nous un clip, préparez ça et on signe sur un album. Donc on prépare ça et donc en janvier je sors La Vie est belle, ça cartonne, on fait disque d'or, on fait un clip qui fait plus de 50 millions de vues, on fait un clip incroyable avec des petites danseuses, avec Alban et la troupe de danse de Sabrina Lonis. On fait un truc, voilà, on fait un truc lourd. Mais moi, en fait, dans la continuité de ça, alors jusque-là, tout va bien, tu vois. Mais dans la continuité de ça, je sais pas quoi faire, je m'y retrouve pas parce que j'ai du mal à trouver, en fait, le chemin que je dois suivre. Pourquoi ? Parce que on me dit, mais il faut que tu ailles là-bas. Et il faut que tu ailles là-bas. Et il faut que tu ailles là-bas. Et moi-même, je sais pas vraiment où aller. Et puis, je pense que... à l'époque, je suis un peu plus jeune. Donc, je pense que j'ai le sentiment que c'est à mes producteurs de me diriger. Sauf que mes producteurs, ils attendent après moi. Après ce que... Et du coup, on se perd, en fait, un peu. Tu vois, mes producteurs, comme moi, on commence à se perdre dans ce qu'on veut faire. On sort 3 singles. Je fais Destination Eurovision. Je sors Rêve de gamin. Qui est un peu entre guillemets une version bis de La Vie est belle, mais en tout cas moi je m'y retrouve de moins en moins, tu vois. Et du coup ça commence un peu à me, tu sais, je commence à moins kiffer ce que je fais, tu vois. Je me dis vas-y là, ça, tu vois, ça devient difficile, je me prends la tête avec mes producteurs et tout, et du coup j'aime pas ça, j'aime pas me prendre la tête avec les gens, j'aime pas avancer à tâtons sans trop savoir où je vais et tout. Donc en gros je craque un peu et on arrête tout. Donc on rompt le contrat et tout. Il y avait un album qui était prêt, tout ça, et on arrête tout. Et puis mais moi t'as vu, je fais de la musique depuis toujours, et je peux pas m'avouer vaincu, tu vois. Je peux pas me dire ça y est, j'arrête tout, c'est la fin de ma vie, c'est la fin de ma carrière. Et surtout, j'ai plein de titres à côté en fait que j'ai jamais osé proposer parce que trop oriental, trop ci, trop ça, trop ça. Et puis à l'époque, c'est presque tabou, tu vois, de dire ouais, mais il y a un peu de rebeu dans machin, le rail c'est mort, les frères, ça passe pas en radio, personne va vous jouer, telle radio ne va pas vous jouer, telle radio ne va pas jouer parce qu'il y a des connotations trop orientales. On m'a sorti des excuses de fou, Nabil, tu te rends pas compte? On m'a dit oui, mais là, il y a eu les attentats, c'est chaud, t'as vu, ça résonne avec les attentats. Je lui dis, mais en quoi ma musique, tu vois, elle vient du Maroc, frère, elle est entre... Encore une fois, tu vois, elle est entre Michael Jackson et Hasni. En quoi... qu'est-ce que j'ai à voir avec ces trucs-là, tu vois? Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'islamisation de quoi que ce soit? Enfin, bref, on m'a sorti des trucs de ouf qui font qu'à un moment donné, tu sais quoi, ça me donne encore plus l'envie de, tu vois, d'affirmer ça, quoi, tu vois. Et puis à un moment donné... je me rends compte que moi, c'est écrit sur ma gueule, en fait, tu vois. C'est écrit sur mon visage. Je veux pas m'inventer de vie. Je veux pas me faire passer pour un chanteur de chansons français à 100% et tout, en sachant que c'est écrit sur ma gueule, que je viens du Maroc. C'est écrit sur ma gueule, que j'ai une double culture. Ça s'entend dans ma voix, ça se ressent un petit peu partout et tout ça. Viens, on va... Donc, je me suis dit, il faut que j'aille sur un chemin, en fait, qui est évident. Et puis, surtout, tu sais quoi, peu importe ce que ça fera, je vais aller sur quelque chose qui me ressemble. Tant pis si ça fait pas les mêmes scores que La Vie est belle, si ça fait pas des trucs de fou et tout. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de me respecter. Donc, je commence une espèce de petite stratégie où je fais plein de morceaux, tu vois, de mon coin. Et puis, je sais que je vais avoir besoin de visibilité. Donc, je démarche un peu quelques DJ, tu vois, les DJ que je connais. Donc, je connaissais bien Hamida, avec qui je m'entends depuis des années, on se connaît depuis longtemps. Je lui envoie la cabessa. Il me dit, c'est lourd.
rencontre DJ Leska via un pote à moi, etc. On lui propose Habibi. Faut savoir que pour l'anecdote, Habibi, quand on lui propose, Leska, qui est un DJ plutôt banger, club, etc. Au début, Habibi, c'est limite, ils en veulent pas, quoi. Ils me disent, on aime bien le morceau, mais il colle pas avec la couleur de notre projet, en fait. Tu vois, ça colle pas vraiment. Nous, on est dans un truc très, très club et tout. Je sais pas si on va le mettre. Mon pote, à l'époque, il insiste, il leur dit, si, les gars, prenez-le, s'il vous plaît, mettez-le. Vous allez pas le regretter. Et puis, ils sortent leur album, je me rappelle, en juin. Ils sortent 2-3 titres. Et puis, en fait, dans les streams, celui qui sort du lot, c'est Habibi. Et du coup, je me rappelle, les Sky m'appelle, il me fait, Nassi, il faut qu'on clippe, là. Je lui dis, ok, vas-y, on clippe. Donc, en juin, je sors Habibi. En juillet, je sors la Cabessa avec DJ Leska. C'était en 2019, tout ça. Donc, juin 2019, je sors Habibi. Ça cartonne. En juillet 2019, je sors la Cabessa en featuring avec Imen ES et avec DJ Hamida. Ça cartonne. Et en août, je sors Choix de vie avec Anas. Ça cartonne. Et du coup, moi, je suis au Maroc à ce moment-là, tout l'été. Et à un moment donné, je me rends compte qu'on est dans une ère qui a changé parce que la radio au Maroc, elle joue 2 sons à moi en même temps. J'ai 2 sons en playlist sur une radio au Maroc. Je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas que la France, qu'on est à l'ère de Internet, que c'est le public qui décide. C'est ça, tout à fait. Que le public, en fait, il y a une grande partie du public qui me ressemble. Il y en a plein, en fait, qui sont comme moi, qui ont grandi de nationalité d'origine marocaine ou algérienne ou tunisienne et qui galèrent à se faire, un nom dans leur profession. Ou, tu vois, Donc, en fin de compte, je réalise que, en fait, on a le même parcours. J'ai plein de gens à qui m'adresser, tu vois. Et depuis le début, on me fait croire qu'il faut que je m'adresse qu'à une catégorie de gens qui est soi-disant la catégorie de gens la plus large. Et Habibi cartonne, la Cabessa cartonne, Choix de vie cartonne. Je me dis, bon, bah, je crois que c'est le moment, j'envoie un truc. Donc en septembre, j'envoie À la dérive, tout seul. Je fais un clip avec mes potes, avec Ben et tout. On fait comme on peut, on tourne un clip au Maroc et tout, Nia, avec toute sincérité. Je raconte ce que je suis, en fait, dans le titre À la dérive, qu'on va jouer tout à l'heure, donc du coup, à partir de 23h, dans pas longtemps. C'est ça. Il nous reste moins de 5 minutes, là. 5 minutes pour donner les réseaux, 5 minutes pour expliquer où on va trouver tes OP, et 5 minutes pour nous faire un petit acapella. Ok, pas de problème. On va faire ça vite alors. Et donc du coup, je lance À la dérive, je lance un premier, ça marche, je lance un deuxième, ça marche, et puis je me recrée en fait une nouvelle fanbase, on va dire, un public, mais quelqu'un surtout qui trouve que je me suis trouvé. Et puis moi-même, je me suis trouvé, je sens que je me suis trouvé vraiment, tu vois, à travers tout ça. Donc je décide de partir sur un projet qui s'appelle Arabesque. Je décide du titre, je me dis bon, on va rester sur Après moi, mon truc il est simple. Arabesque parce que voilà, Arabesque, ça veut rien dire, ça veut dire totalement autre chose. Arabesque, c'est les décorations, etc. Mais le truc, il est arabesque, tu vois, il est arabisé, on va dire. Et mon identité, finalement, c'est de rester francophone parce que, comme je te l'ai dit en début d'émission, je parle pas très bien l'arabe. Donc, je vais pas m'inventer de vie de chanteur de rail. Donc, je chante en français avec des influences énormément orientales, énormément urbaines parce que j'ai évolué au sein de la musique urbaine. Voilà, Arabesque volume 1, Arabesque volume 2. On va découvrir justement de ce OP dans quelques instants. Allô Maman. Allo Mama avec H Magnum, qui est Allo sorti. Mama, excuse-moi, Arabesque, AC, Caractère, Next Level, Bon, bref, on va écouter tout ça. Ça sera juste dans quelques instants à partir de 23h. Donc, écoutez bien. Donc, ton OP, on peut le retrouver sur les plateformes de téléchargement. Sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Voilà, donc, n'hésitez pas. Rami. Voilà, Nassi, Arabesque. Donc, volume 2, parce qu'il y a le 1 qui est sorti aussi. Vous allez l'écouter, ça sera un peu plus tard, bien sûr, dans la soirée. Et puis, les réseaux sociaux, on peut retrouver Nassi, justement. Moi, je suis je suis très actif sur Insta, donc c'est Nassi officiel, Twitter Nassi officiel, Facebook c'est Nassi tout court, et Snapchat c'est Nassi-du-milieu officiel. Voilà, Nassi-du-milieu officiel pour le Snap, et il vous l'a dit, donc Nassi officiel par rapport à Instagram, il y est beaucoup sur Instagram. Il nous reste 3 minutes. Ouais. 3 minutes pour un petit acapella. Un tout petit acapella, parce que j'ai pas la meilleure voix du monde à cette heure-ci. Non, mais si tu peux. Avec plaisir. Voilà. Je te fais le refrain d'un des titres qui revient souvent, en tout cas, auprès de mon public. C'est un titre qui s'appelle Mes yeux. Je sais pas si tu l'as écouté. Ouais. Et qui fait...
Et puis chaque fois que je la vois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Il vous faudrait mes yeux pour contempler celle que je vois. Il vous faudrait mon cœur pour aimer cette fille comme je l'aime. Oh, 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 oh. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Nassi. Merci énormément. En tout cas, merci à toi, merci pour l'accueil. J'espère que l'émission t'a plu. Non, c'était génial, super. Voilà, on a pu. Donc, n'oubliez pas, auditeur, auditrice Lopé, de notre cher ami Nassi. Donc, il est sorti il y a quelques jours, hein, c'est ça? Il est sorti le 16 mars, donc aujourd'hui, en fait, à minuit. Ah, bah. Voilà. Et ça fait 24 heures, là. Voilà, on atteint les 24 heures. Donc, voilà, on atteint les 24 heures. Voilà, 24 heures. Donc, il y a moins de. Même pas, il y a 23 heures exactement. Voilà, presque. Donc, c'est pour ça que je suis ravi d'être là et d'en parler aussi fraîchement. Voilà, et bien on aura l'occasion de, là, juste après, là, chers auditeurs et auditrices, ne raccrochez pas, juste après, écoutez bien, de 23h à minuit, les plus belles musiques de Nassi, et justement, l'Arabesque volume 2, celle qui vient juste de sortir à 23h, toutes ces musiques vont passer à la radio, puis bien sûr, on va retrouver les plus belles musiques dans la programmation de France Maghreb 2 de Nassi, il le sait très bien, toutes ces musiques passent à la radio France Maghreb 2, et c'est avec un grand plaisir, bien évidemment, de le partager. Donc, on te souhaite le meilleur, mon cher Nassi. Merci Nabil, ça me fait voilà, plaisir. Voilà, et puis, au plaisir de te retrouver, bien évidemment, et pourquoi pas. Alors, t'as fait DJ Leska, DJ Sem, DJ Hamida, peut-être DJ Nabil, hein? Peut-être DJ Nabil, Inch'Allah, pourquoi pas? Ouais, attends, mon ami. Jamais 203, jamais 304. En tout cas, moi, ça sera avec plaisir, je dirais pas non. Hein. Avec plaisir. Bien évidemment. Allez, auditeurs, auditrices, voilà, je vous laisse. Il est bientôt 23h, dans moins d'une minute. Bien sûr, les plus belles musiques de Nassi, avec bien sûr Arabesque Volume 2. Voilà, son nouvel album qui est sorti, son OP. Donc, à télécharger sur les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, Amazon, etc. À découvrir sur France Maghreb 2 et à découvrir, bien évidemment, tous dans ces réseaux, dont vous pouvez les retrouver aussi sur Instagram, Nassi officiel, Instagram Nassi officiel. Merci, je vous souhaite de passer une agréable soirée. N'oubliez pas que cette émission est rediffusée, bien évidemment, dès vendredi 13h. 13h, 14h, si voilà. t'as besoin, tu me dis. Non, vendredi. Vendredi 18 mars à partir de 13h jusqu'à 14h. Bonne soirée, salam alaikum et au plaisir de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. C'était l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil sur France Maghreb 2.